Mesdames et messieurs, bonsoir. 7e jour de l'opération militaire russe en Ukraine et la situation reste inchangée sur le terrain. Le bras de fer se poursuit pour la prise de Kiev entre les troupes russes et ukrainiennes. Sur le plan diplomatique, les efforts se poursuivent. La Russie annonce le début du second round de négociations, toujours à Gomel, au Bélarus. Devant une situation chaotique, l'espoir d'une désescalade n'est pas tout à fait perdu. Sur un autre volet économique cette fois, les pays membres de l'OPEP se réunissent, mais toujours sur fond de crise ukrainienne. Les enjeux et les retombées de cette crise, voici les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui et on tenterons de les élucider ce soir dans notre émission spéciale consacrée au 7e jour de l'opération militaire en Ukraine. On revient vers vous dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce numéro spécial Ukraine. Pour en parler avec nous, présent sur le plateau, Monsieur Driss Cherif, expert en questions internationales algérien. Monsieur Driss Cherif, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et par téléphone, nous aurons avec nous Monsieur ou Docteur Mekidesh Mustafa, expert en économie, mais également en expert international en énergie. J'y arrive. Monsieur Mekidesh, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité dans ces moments douloureux et difficiles pour tout le monde, y compris pour nous. Oui. Alors, je le disais aujourd'hui, la situation en Ukraine est à peu près sur le terrain, presque dans le statu quo. Le bras de fer entre les troupes russes et les troupes ukrainiennes se poursuit. Mais Zelensky, sur le plan diplomatique, les choses avancent et avancent doucement, mais sûrement. Zelensky, hier, avait fait une déclaration ou une conférence en visioconférence près de l'Union européenne où il avait exhorté l'Union européenne à accepter ou à intégrer son pays en son giron. Nous allons l'écouter tout de suite. Nous nous adressons à l'Union européenne en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires d'être à nos côtés, mais notre objectif est d'être avec tous les Européens et surtout d'être égaux. Monsieur Driss Cherif, nous venons de l'écouter donc hier, pris de panique peut-être, le président ukrainien, devant son audience européenne, a tenu à exhorter les pays de l'Union africaine, il les a appelés à l'aide et surtout il les a appelés à intégrer son pays en son sein. Il dit c'est-à-dire qu'il donne le fait de dire sans délai, c'est-à-dire que c'est une urgence aujourd'hui. Que pensez-vous de cette demande? Parce qu'on verra par la suite comment les choses ont évolué après ce discours qu'il a fait auprès du Parlement européen hier. De prime abord, il faut souligner une chose très importante, que la demande d'adhésion d'un pays à l'Union européenne, c'est un processus qui est très long, qui obéit à des critères très stricts, très sélectifs et très exigeants. En la matière, c'est-à-dire que l'aspect économique il est déterminant dans l'état actuel des choses, l'économie ukrainienne, d'un point de vue des normes établies dans l'Union européenne, n'est pas éligible pour une adhésion. Cette demande a été formulée dans un contexte très précis. C'est une façon aussi de se protéger, en ce sens que la demande d'urgence, et me semble-t-il, les pays de l'Union européenne sont en train de discuter d'accorder à l'Ukraine le statut de demandeur, et qui est un statut de candidat, comme de candidat, bien entendu, et qui est un statut qui est appelé à évoluer avec le temps, mais il n'est pas dit que les pays européens vont à accéder à cette demande. Cela dit, cette demande, si on peut l'interpréter, qualifier à un moment donné comme un appel, c'est-à-dire une situation un appel à l'aide. Un appel à l'aide, elle reflète aussi ce qu'on appelle une posture de réaction et défensive de la part de l'Ukraine. Oui. C'est une façon de se protéger. Donc, et de ça d'une part. D'autre part, sa demande est formulée comme une manière aussi de conforter la position de l'Ukraine dans les négociations avec la Russie. Étant membre de l'Union européenne, cela va négocier en force. Voilà, c'est une façon de la part des dirigeants ukrainiens de dire finalement qu'on va négocier en force
Mais Mais pour Monsieur l'instant, ce n'est pas... Driss-Chlif, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la présidente, et on va le voir tout à l'heure, ait parlé de cette possibilité peut-être de lui octroyer ce statut de candidat, alors qu'est-ce que ça change si on est membre à part entière et si on est candidat? C'est-à-dire que la candidature, un petit peu, c'est l'antichambre de l'adhésion. Parce que généralement, le processus d'adhésion demande un peu de temps. Il obéit à une série de critères. À une machine administrative très lourde. Tout à fait, bien sûr. Maintenant, les pays de l'Union européenne vont-ils faire déroger à la règle et accepter d'octroyer à titre d'exception à l'Ukraine le statut de membre de l'Union européenne et contrevenir à la règle qui a été établie depuis des années? La question reste posée et on verra les jours qui viennent. Mais apparemment, pour l'instant, ce n'est pas acquis. Tout ce qui pourrait être accordé pour l'instant, c'est un statut de candidat. En attendant le reste, parce que cela est déterminé par plusieurs paramètres. Ce n'est pas uniquement la question de l'Union européenne, parce qu'il y a des critères aussi, mais aussi de l'évolution du conflit et de la position que la Russie adoptera les heures et les jours à venir. Oui. Alors, Monsieur Mekidesh, Docteur Mekidesh. Oui, je vous écoute. Oui, Docteur Mekidesh, vous venez d'entendre donc ce qu'on vient de dire. Cet appel de Zelensky, le président ukrainien, qui demande et qui formule sa demande auprès du Parlement de l'Union européenne d'une adhésion éventuelle de son pays au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez, en plus, le mot qu'il a utilisé, c'était sans délai. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il essaye, vu la situation dans laquelle se trouve son pays, un petit peu de prendre de court l'Union européenne pour qu'il y ait une décision rapide à la faveur de son pays et donc qu'il le poserait avec beaucoup plus de force une fois s'il y a une négociation avec la partie russe, bien sûr. Moi, je crois que là se joue une partie d'échec. Donc, c'est une position tactique de sa part. Après avoir reçu un non définitif d'intervention des troupes de l'OTAN et puis même si vous voulez, d'être candidat et d'être dans l'OTAN. Donc là, il se replie sur l'Union européenne. Et je vous rappelle à ce propos un peu, si vous voulez, l'asymétrie entre la Turquie, candidate depuis des décennies à l'Union européenne, et dans le dossier, donc, est tout à fait, donc, n'a pas été prise en charge ni traitée pour des raisons diverses. Et puis cette volonté, si vous voulez, d'adhérer hors procédure et immédiatement dans l'Union européenne. Je crois que là, ça dépendra, pour être clair et bref, donc ça dépendra, si vous voulez, du deal global qui va être trouvé, si vous voulez, donc aux raisons profondes qui ont amené cette situation, c'est-à-dire là, c'est la recherche de la sécurité de la Russie dans ses frontières ouest et de façon stratégique. Voilà un peu ce que je vois. Et les négociations qui sont ouvertes vont probablement aborder ces questions-là. Mais vous faites bien de le dire parce qu'on va revenir à ces négociations, Monsieur Mekidesh. Oui. Poursuivez votre idée. Oui. Oui, je disais, on va revenir à cette histoire de round de négociations qui se tiendraient en principe ce soir, si ce n'est déjà fait. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce Parlement européen. Alors, par la voix de son Parlement, l'Europe a décidé hier de venir effectivement en aide à l'Ukraine. Près de 500 millions d'euros seront octroyés à ce pays, non seulement pour une aide humanitaire, mais également militaire. On va écouter la présidente du Parlement européen tout de suite. Nous sommes allés plus loin et nous finirons à l'Ukraine les armes nous fournirons à l'Ukraine les armes dont elle a besoin. Nous avons déclaré que les avions russes et les aides privées des oligarques ne sont plus les bienvenus dans notre ciel. Mais nous avons également demandé que la Russie soit déconnectée du système SWIFT. Nous avons interdit l'outil de propagande du Kremlin et l'Europe est prête à aller encore plus loin. Nous reconnaissons la perspective européenne de l'Ukraine. Nous avaliserons la candidature de l'Ukraine au statut de candidat et nous travaillerons dans ce sens. Just as we will hold Lukashenko. We are facing an existential threat to the Europe we know, the Europe so many have given so much for.
Voilà, c'était donc la présidente du Parlement européen, on vient de l'écouter, Roberta Metsola. Donc, elle le dit clairement que juste après le discours du président ukrainien, qu'ils soutiendront, les membres de l'Union européenne soutiendraient donc l'Ukraine militairement et financièrement, et qu'ils iraient même jusqu'à la reconnaître comme candidat avec une perspective peut-être d'adhésion. Alors, ce genre de déclaration, est-ce que ce n'est pas un petit peu ouvrir les hostilités avec les Russes alors que la situation est déjà assez sensible et critique, je veux dire? Bien sûr, on est dans la surenchère diplomatique, c'est-à-dire que les éléments de langage utilisés par les responsables européens et américains tendent vers ce qu'on appelle la stigmatisation et l'isolement de la Russie à tous les niveaux. Maintenant, la posture européenne, pour l'instant, elle est très délicate. Très délicate à plusieurs titres, en ce sens qu'ils ne peuvent pas intervenir militairement parce que l'Europe, on dit généralement qu'elle est une puissance civile, une puissance normative, ce n'est pas une puissance militaire. Oui. Elle est militairement, de point de vue de la politique européenne de la défense, elle est très bancale, elle est très fragile, elle dépend du parapluie de l'OTAN, le parapluie américain. Elle ne fait maintenant, la seule chose qu'elle puisse faire par rapport à l'Ukraine, elle est dans un dilemme, pour ne pas dire existentiel, c'est d'aider militairement l'Ukraine. Il n'est pas question d'envoyer des troupes sur le terrain. Des troupes sur le terrain, pas plus que les Américains ne voudraient envoyer des troupes pour diverses raisons. Ça serait un bourbier. Bien sûr, ça serait un bourbier. Parce que le problème majeur qui se pose actuellement, aussi bien pour les Européens que pour les Américains, idem pour les Russes, c'est l'enlisement. Généralement, on dit la guerre, on sait comment elle commence, où elle commence, mais on ne sait pas où elle se termine. Donc le problème pour les Européens, ils se contentent actuellement privilégier une posture de sanctions, aller vers une escalade, mais une escalade non pas militaire, mais aller vers des sanctions, aller vers une aide financière, une aide militaire. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que cette aide est-elle suffisante pour l'Ukraine, sachant qu'actuellement, l'Europe, elle fait face à une situation qui est très critique. Mais de crise, bien entendu. Il y a une mésentente avec le Brexit, l'a révélé clairement. Actuellement, elle fait face à une crise et la pandémie n'a fait que l'aggraver. Aggraver les choses. Tout à fait. C'est qu'elle ne peut pas, elle a démontré qu'elle est incapable de gérer les crises européennes. Elle l'a démontré par le passé, la crise bosniaque en 1996, le Kosovo en 1999, puis la Crimée en 2014. Et cette crise-là, elle est un marqueur très palpable et très évident de cette incapacité de l'Union européenne à s'imposer comme un acteur stratégique. Alors dans ces cas-là, une question cruciale pourrait donc se poser, et je vais la poser à notre invité, Dr Mekidesh. Dans ces cas-là, c'est une question cruciale qui va s'imposer par elle-même. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas face à un examen, c'est-à-dire où elle échoue, où elle réussit avec la question ukrainienne? Non, moi je pense que c'est des positionnements tactiques, politiques, et puisque ce qui devait être fait, le maximum que pouvait faire comme sanction l'Union européenne, donc a déjà été acté. Maintenant, oui, absolument. Puisque donc il y a un certain nombre de sanctions commerciales, de sanctions financières et des sanctions même personnelles des dirigeants russes ont été actées. Il reste, si vous voulez, l'étape ultime, qui est l'étape de, si vous voulez, de fermer complètement l'accès au SWIFT de tous les établissements bancaires russes, oui. Car n'ont été touchés, de ma connaissance, qu'une partie, les établissements bancaires qui servent, si vous voulez, de devise pour les exportations et les exportations russes d'énergie et de matières premières. En tout cas, d'énergie, ça n'a pas été touché parce que dès que c'est touché, donc la réaction, vous l'aurez deviné, de la Russie, ce sera donc d'arrêter ces exportations de gaz, ce qui poserait des problèmes existentiels. Donc, parce qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B pour l'alimentation de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est couverte à plus de 50% par ses besoins, par la Russie. Il n'y aura pas de plan B pour l'Autriche et d'autres pays. Donc, ce qui fait que on n'est pas arrivé, si vous voulez, encore, donc si vous voulez, à l'extrême. Alors, de ce point de vue-là, il ne vous a pas échappé
que la Russie n'a pas de son côté arrêté, si vous voulez, les exportations de gaz et de pétrole. Et donc, il reste, en même temps, si vous voulez, il y a un processus de négociation qui est entamé à la frontière biélorusse. Oui, les positions sont. Nous y reviendrons, M. Mekidesh. Nous y reviendrons tout au long de ce débat. Effectivement, nous allons revenir vers ces négociations, ce second round. Mais bien avant, nous allons voir comment hier, lors de l'Assemblée de l'ONU, où Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, devait donc prononcer son discours pour expliquer et pour faire voir la position de son pays, et que avant même qu'il ait commencé, ou à peine a-t-il commencé son discours, que toute l'audience s'est levée pour sortir et protester, et que nous allons d'abord voir le discours de Sergueï Lavrov, et nous verrons par la suite comment ils se sont retirés. Ayant choisi la voie des sanctions unilatérales illégitimes, les pays de l'Union européenne tentent d'éviter un dialogue honnête en face à face, de la communication directe nécessaire pour accélérer la recherche de solutions politiques aux problèmes internationaux brûlants. L'Ukraine possède les technologies soviétiques et les moyens de livrer de telles armes. Nous ne pouvons ignorer ce danger réel. Permettez-moi de vous assurer qu'en tant que membre responsable de la communauté internationale attachée à ses obligations de non-prolifération des armes de destruction massive, la Russie prend toutes les mesures possibles pour empêcher l'Ukraine d'acquérir des armes nucléaires et les technologies correspondantes. Donc, on a écouté donc le discours de Sergueï Lavrov. Il a fait quand même son discours. Il a dit ce qu'il pensait donc de cette crise, de quelle manière cela pourrait être réglé. Donc, quand même, on voit que la main est toujours tendue. La main russe est toujours tendue pour des négociations, même si sur le terrain, c'est un peu tendu, mais c'est loin de faire un jeu de mots, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ils se disent toujours prêts à négocier. Et nous allons voir comment l'audience avait quitté la salle pour protester justement contre la Russie. Alors, vous voyez, Monsieur Drishif, si vous voulez peut-être commenter, ou on va le voir d'un instant, si vous voulez commenter cette image, ou ces images qu'on a vues et que tout le monde a vues hier sur les télévisions. Voilà, on voit Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, en vidéoconférence. Voilà, comment donc l'acte de protestation a été signifié, et les délégations sont sorties l'une après l'autre pour... Ce qui ne l'a pas empêché, bien entendu, de continuer son discours le plus sereinement du monde. Alors, Monsieur Drishif, peut-être que vous voulez commenter cette image. Il est clair que c'est la 49e session de la Commission des droits de l'homme. Et il est clair que là, maintenant, il y a une volonté de la part de la communauté, les Occidentaux, d'isoler davantage la Russie dans les instances internationales multilatérales. Quelque part... ça fait partie de la stratégie d'encerclement et d'isolement de la Russie. C'est-à-dire que transférer le conflit à des instances, même les droits de l'homme, d'isoler la Russie. Le retrait, c'est symboliquement, il reflète beaucoup de choses, il signifie beaucoup de choses, en ce sens que nous nous démarquons de votre position et c'est une volonté claire d'isoler la Russie. Pour revenir à la question de négociation, on va l'aborder dans un instant, Monsieur Drishif, avec vous. Mais j'allais dire, aujourd'hui, on a vu une position assez spectaculaire, On a rarement vu, Monsieur Drishif, une pareille opposition ou protestation quand il s'agissait, par exemple, des massacres ou des bombes qui étaient larguées sur Gaza et qui étaient donc, on utilisait donc de l'uranium blanc. On a rarement vu ce genre de protestation lorsque des enfants et des civils se faisaient égorger avec des armes. Ils se faisaient égorger, mais ils se faisaient aussi tuer en Irak avec des armes non conventionnelles, et même en Syrie où on avait accusé le régime à l'époque. Bien sûr, les accusations n'ont pas été prouvées jusque-là.
d'avoir utilisé des armes non conventionnelles. Alors, comment expliquer aujourd'hui que toute cette communauté n'ait même pas laissé un interlocuteur le temps de s'exprimer pour dire que quand même nous sommes prêts au dialogue? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu des encouragements vers le dialogue et que là, tout le monde a pris son courage à deux mains et qui sont partis, alors que rarement on a vu ce genre de position lorsqu'il s'agissait de causes palestiniennes, syriennes ou irakiennes. Comment expliquez-vous ce deux poids, deux mesures dans le règlement de certaines situations? Il est clair qu'on est dans une situation, comme vous l'avez si bien dit, de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire pour ce qui est de la Palestine, certaines questions comme le Yémen ou autres en Syrie. Absolument. Ce que nous avons vu, on peut le qualifier tout bonnement d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu de l'agression en 2008 à Gaza, 2014, et des milliers de morts notamment. Actuellement encore. Tout à fait. Ils sont en train d'extrader des gens de leur maison, de détruire leur maison et de leur faire payer en plus le prix de la destruction. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire que moi, cela ne m'étonnerait pas de la part des Occidentaux. C'est-à-dire que le contraire aurait été étonnant. En fait, c'est ce qu'on appelle ce deux poids, deux mesures. Et cela révèle ce qu'on appelle la nature de la communauté occidentale. C'est-à-dire que nous avons des dossiers qui sont pour nous, je dis d'un point de vue occidental, importants, prioritaires. Et pour les autres, ils ne sont pas prioritaires. Il y a des intérêts, mais là, ce qu'on relève, c'est qu'il y a un saut qualitatif, une évolution qualitative très importante, c'est ce qu'on appelle la communauté dite, entre guillemets, occidentale. Elle n'est pas réduite à ce qu'on appelle un ensemble géographique ou civilisationnel. On dit la civilisation, ce qu'on appelle la communauté judéo-chrétienne. Il y a même des pays musulmans qui se sont ralliés à la position américaine et européenne pour stigmatiser la Russie. Même des pays arabes. C'est bien cela, c'est vraiment le mot, c'est la stigmatisation. En fait. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie de stigmatisation, on est dans la nouvelle réalité internationale, on est dans des alliances à géométrie variable, où ce qu'on appelle un pays musulman peut s'allier avec un pays occidental, chrétien, contre un pays musulman. Donc là, c'est-à-dire que... en fonction des intérêts aussi. Tout à fait. Il y a les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts géostratégiques et tout, qui font que, actuellement, cette notion de communauté occidentale s'est élargie pour inclure des acteurs non chrétiens, c'est-à-dire qui n'appartenant pas à la sphère judéo-chrétienne. Il y a même des pays musulmans qui soutiennent actuellement la position américaine, la position dans le Qatar et certains pays du monde arabe. Alors, M. Mekidesh, oui, on revient vers vous dans un instant, M. Driss Cherif. M. Mekidesh, comment vous interprétez cette réaction d'objection signifiée de manière très claire et percutante donc au discours de Lavrov, mais également par ricochet à la Russie? Moi, je crois que là, il y a un aspect qui n'a pas été abordé, qui me semble fondamental, puisque vous parlez d'image, c'est qu'il y a une guerre médiatique. Moi, je me demande, je ne suis pas présent sur votre plateau, je ne sais pas si l'image que vous avez passée, donc, a inclus aussi l'image de ceux qui ne sont pas sortis et qui sont restés dans la salle. Donc, parce que selon les images tout le monde a été inclus dans cette image. qu'on veut rechercher et ça, c'est une guerre qui est importante. Et là, j'attire l'attention de notre opinion publique de pas prendre au premier degré. Voilà comment on le voit, M. Mekidesh, juste pour ne pas vous couper. On voit les députés qui sont sortis, M. Mekidesh, juste pour ne pas vous couper, et d'autres qui sont restés. Mais alors, ils se comptent sur le bout des doigts. Indiqué. Donc, il y a là, donc effectivement, donc si vous voulez, donc une cassure. Ceci étant, il y a donc une grande campagne de guerre médiatique qui est faite pour pouvoir donc présenter les choses sous une certaine façon, de sorte que la Russie apparaisse comme étant donc un diabolisation, une sorte de diabolisation de nouvelle génération, et qui va, alors que la réalité des choses est tout autre, parce que les niveaux, si vous voulez, de riposte sont différenciés. Donc les ripostes ultimes ne sont pas faites, les négociations sont ouvertes, avec des positions qui sont affichées pour la Russie, reconnaissance de la Crimée, donc et neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire que ça va être un pays qui va être neutre au sens où il ne pourra pas, par exemple, être
être membre de l'OTAN. C'est ça la position de la Oui. Russie. Donc, Au fait, ce sont pas, et ce ne sont pas. du point de vue de l'Ukraine, sa position, c'est le retrait des troupes russes sans condition. Voilà les deux positions qui sont et Voilà. sur lesquelles. Donc, J'allais les dire à la négociations ne limite, peuvent- Monsieur Et j'ajouterai, Mekidesh. pour terminer, Oui. si vous voulez, Oui, allez-y. pour avoir une vision de moyen et de long terme, c'est que personne parmi les acteurs du conflit n'a intérêt à ce qu'on s'enlise dans la guerre de Crimée parce que l'économie internationale est en danger. Elle est en danger à plusieurs titres. Parce que il y a une augmentation des pressions inflationnistes dans toutes les économies mondiales, notamment les plus importantes, donc du fait du financement qui a été engagé par l'émission de papier et de dette publique pour la relance aux États-Unis par la Réserve fédérale et en Europe par la Banque européenne. Oui. Et tout ça fait que si on ajoute les nouvelles dépenses, vous parliez tout à l'heure que le Parlement donc envisage de donner 500 millions d'euros supplémentaires. Alors tout ça crée une situation inflationniste qui sera insupportable alors que le monde a besoin d'une croissance forte pour sortir de la crise du Covid. Donc ça c'est le troisième élément, c'est que les prix de l'énergie et des matières premières s'envolent tant que persistera à la fois donc cette incertitude sur la résolution du conflit à court terme dans l'Ukraine. Nous allons revenir tout à l'heure pour voir justement ces répercussions avec la réunion de l'OPEP. Mais tout de suite, j'allais parler de la partie négociation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors que toutes ces décisions sont en train d'être prises ou seraient en train d'être préparées pour être prises du côté de l'Union européenne, il y a sur la table un appel de la Russie pour dire que je suis prête à négocier et je suis prête à partir vers un nouveau round. Et c'est ce soir, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est ce soir. Donc on aura remarqué, je ne sais pas si vous avez suivi, mais entre le premier round et le deuxième round, il s'en est fallu de 24 heures. Donc on a été rapide quelque part. Est-ce par souci justement de rétablir cette paix ou d'aller vers une désescalade? Et on le sent très 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 bien ou très fort du côté russe. Effectivement, c'est-à-dire que là, je reviens, c'est ce qui a été dit par M. Mekidesh, aucune partie n'a intérêt à ce qu'il y ait l'enlisement. Même les Russes ne veulent pas, parce qu'il y a, même pour la Russie, il est vrai que sur le terrain, le rapport de force est beaucoup plus fort, mais le risque d'enlisement, il est réel. Donc, appeler pour des négociations. Donc, les premiers à avoir appelé aux négociations, c'est l'Ukraine. C'est les Ukrainiens. Le président Zelensky, c'est lui qui a dit, voilà, on est prêt pour des pourparlers, des négociations. Les Russes se rendent d'accord. Cela dit, dans la gestion des crises et des conflits, autant il y a, au même moment où il y a des hostilités, on ne ferme pas les canaux, ce qu'on appelle de communication. Dans le cas d'espèce, les Russes négocient en position de force. C'est un message envoyé non pas aux Ukrainiens, mais aussi aux Occidentaux. C'est-à-dire, d'ailleurs, le président Poutine l'a déclaré, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui est venu, ce n'est pas la Russie qui est venue agresser, mais c'est l'OTAN qui est venue agresser, et l'attitude, ce qu'on appelle jusqu'au boutiste du président Zelensky, qui maintenait mordicus que l'Ukraine allait souhaite adhérer à l'OTAN, c'est elle qui est à l'origine. Cela dit, dans la stratégie russe, on négocie, mais on impose des seuils. C'est-à-dire que la réalité sur le terrain va imposer ce qu'on appelle le processus de négociation. Le procédé qui va prendre donc tout à fait, la trajectoire. Ils ont parlé, aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu au menu. Le cessez-le-feu est au menu, mais n'est pas dit que les deux parties vont se rendre d'accord. Cela dépendra, de l'évolution, bien sûr, de la situation sur le terrain, et cela dépendra de la disposition des Ukrainiens à accéder aux aux demandes des Russes, à savoir renoncer définitivement à adhérer, la neutralité plus la reconnaissance qu'on appelle de l'indépendance de la péninsule du bassin du Donbass. Tout à fait et tout. Et là, il est très difficile d'imaginer qu'à un moment donné, les Ukrainiens vont accepter. C'est-à-dire qu'ils sont allés très loin. Donc, revenir en arrière, il y a une question de crédibilité et d'image pour le président Zelensky, mais d'un autre côté, accepter... Mais il y a la sécurité de la population. Tout à fait, la sécurité. Il va falloir bien prendre sûr, en compte. bien sûr. C'est-à-dire que là, actuellement, le problème, j'aimerais aborder un point, si vous me permettez, qui est très important dans la stratégie russe. Oui. Auparavant, avant le déroulement du conflit, il y avait plusieurs acteurs. La Russie, l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis. La stratégie russe consiste à isoler
les autres acteurs et faites en sorte que le conflit qui est multilatéral Reste entre elle reste et un l'Ukraine. conflit bilatéral. Donc, à un point, ils ont réussi sur le plan militaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'intervention et il est peu probable que les soutiens de l'Ukraine aillent jusqu'à envoyer des troupes. Oui. Donc là, dans le cas d'espèce, la Russie elle est en train d'isoler militairement l'Ukraine et l'obliger à négocier selon les conditions des Russes. La question qui se pose, le président Zelensky est-il disposé à faire marche arrière et à accepter en prenant en considération la sécurité de sa population, ou bien ragaillardi par le soutien de l'Union européenne et par les États-Unis et les sanctions qui seront imposées, il va se dire finalement, moi aussi je négocie en position de force, je vais imposer les termes. Donc je pense pour l'instant, sans préjuger de l'issue de ces négociations, sans aller trop vite en besogne, donc je crois que il ne faudrait pas attendre trop de ce deuxième round de négociations. Donc, vous pensez qu'il y aura encore d'autres rounds de négociations, que ce n'est pas le round final. Voilà, alors une situation sur le terrain désastreuse, chaotique, qui se répercute automatiquement sur l'aspect économique, sur aussi la situation économique. Les 23 pays de l'OPEP reconduisent le plan d'ajustement de la production décidé l'année dernière, prévoyant une augmentation de l'ordre de 400 000 barils jour en avril prochain. Le sujet, il est signé par notre ami Mohamed Wali. L'Alliance OPEP+ a décidé ce matin, lors de la 26e réunion ministérielle, d'augmenter la production pétrolière totale de 400 000 barils par jour en avril prochain, dans le cadre du plan d'augmentation progressive approuvé par le cartel en juillet 2021. À la fin de la réunion, il a été décidé de poursuivre l'augmentation de la production pétrolière de 400 000 barils jour le mois d'avril prochain. Comme il a été décidé également de se réunir le 31 mars prochain afin de poursuivre les consultations sur les opérations de la production et la réactivité du marché pétrolier. Cette décision intervient au vu des fondamentaux actuels du marché pétrolier et du consensus sur ses perspectives. Le cartel indique que le marché est équilibré et que la volatilité actuelle est causée par les développements géopolitiques. L'OPEP+ a souligné l'importance cruciale de l'engagement des pays à compenser le déficit de production survenu au cours des derniers mois. Les participants ont réitéré à l'occasion l'importance d'adhérer à la pleine conformité et au mécanisme de compensation jusqu'à fin juin 2022. La prochaine réunion ministérielle de l'OPEP+ se tiendra le 31 mars prochain. Voilà, donc on l'a vu. Et je rappelle qu'il n'y a pas plus longtemps que 2 jours, donc le ministre des Affaires étrangères ukrainien avait exhorté les Occidentaux à, je cite, arrêter les acquisitions de gaz et de pétrole russes. Est-ce que vous pensez, Monsieur Mekidash, et je m'adresse à vous, que c'est une demande réaliste aujourd'hui du fait que même l'Europe traverse quand même une crise énergétique qui risque aussi de s'aggraver? Non, moi je crois que c'est une demande fantasmée parce que vous avez bien compris, et je l'avais indiqué d'ailleurs donc dans une interview que j'ai donnée il y a quelques jours, une longue interview que j'ai donnée sur Al-Watan, sur la situation, où je disais donc que l'OPEP+ va reconduire la stratégie qui a marché jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc les fondamentaux n'ont pas changé. Les fondamentaux n'ont pas changé sur la demande mondiale d'énergie, si vous voulez, l'offre, le niveau de l'offre mondiale qui est là, la nécessité de la couvrir, et l'OPEP+ est arrivé à un accord. Et le fait que cet accord soit reconduit, ça signifie quoi en vérité pour les sujets que nous traitons actuellement sur le conflit en Ukraine? C'est qu'on n'arrivera pas, si vous voulez, à une situation extrême où la Russie arrêtera sa couverture de la demande énergétique en Europe. Ça, donc, c'est un scénario qui est exclu en l'état actuel des choses, évidemment, donc qui est exclu pour le moment, et que l'OPEP a intégré dans son analyse. Ce qui fait que, ayant les mêmes fondamentaux, c'est JP Morgan qui avait prévu, et les analyses de Wall Street qui avaient prévu que pour 2022, on va atteindre $150 le baril. Oui. Et pour 2023, $200. Alors que Monsieur Mekidash, pas d'invasion ni de problème, si vous voulez, d'Ukraine avec l'acuité que nous lui connaissons actuellement.
actuellement. Alors, Monsieur Mikidesh, juste pour répondre à cette question, ceux qui disent que le gaz naturel russe peut être remplacé par d'autres alternatives de pays donc producteurs de gaz. Mais le ministre qatari de l'énergie, et on l'a vu lors de nos émissions qui sont donc consacrées à l'Ukraine, avait dit que rien et personne ne peut remplacer le gaz russe, qu'il est irremplaçable, ni dans le temps, ni sur le long cours, ni sur le court terme non plus. Absolument. Ça renvoie aussi à des et je saisis cette occasion pour le dire en tant qu'expert, si vous voulez, dans le domaine des hydrocarbures. Il y avait des occasions pour lesquelles l'Europe aurait pu diversifier si vous voulez, ses sources d'approvisionnement, notamment pour le gaz. C'était l'occasion donc si vous voulez, du Nigal, du gazoduc qui viendrait du Niger, qui passe par le Niger et l'Algérie pour pouvoir en partie alimenter, et il était destiné à alimenter l'Europe. Sur ce projet-là, donc qui était porté par le Nigeria, qui était porté par l'Union africaine à travers le NEPAD et qui était porté par le Niger, pour pouvoir donc prendre en charge les besoins énergétiques d'un certain nombre de pays africains, y compris le Mali. Donc, on n'a pas vu, si vous voulez, une réaction intéressante du côté de l'Europe. Donc, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque il y a 2 décennies, l'Algérie avait mis en place le gazoduc Maghreb-Europe qui passe par l'Espagne, oui, dont j'avais participé à l'époque, donc en tant que directeur général de l'entreprise d'ingénierie pétrolière l'engineering. Donc, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait un gazoduc à travers les Pyrénées pour pouvoir rejoindre, si vous voulez, le système de distribution gazier européen. Ça n'a pas été fait. Il y a eu même des obstacles qui ont été érigés à ça. Et donc, tout ça maintenant revient. Et c'est pas du jour au lendemain que les choses ont changé. Ce que je veux dire par là, c'est que le niveau, si vous voulez, d'approvisionnement de la Russie est tel, donc en gaz, qu'il n'y a pas si vous voulez, de sources alternatives qui peuvent compenser de façon importante. Cela semble de l'ordre de l'impossible. Un déficit éventuel qui viendrait d'un arrêt. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Driss Cherif. Alors, pourquoi vous pensez aujourd'hui que toutes ces sanctions qui ont été donc soumises à la Russie n'ont pas réellement touché le secteur énergétique? Est-ce qu'on veut garder cette partie parce qu'on sait que finalement l'Europe est dépendante à plus de 70%? Il y a 240 milliards de mètres cubes de gaz russe vers l'Europe. 240 milliards de mètres cubes, c'est considérable. Ce n'est pas uniquement le consommateur, mais c'est aussi l'industrie européenne, dans certaines matières premières comme l'aluminium, qui est en jeu. En fait, les sanctions, c'est une arme à double tranchant. D'ailleurs, les Occidentaux, en imposant le système SWIFT, ils ont épargné le secteur de l'énergie. Ils ont imposé l'arrêt ou le non-démarrage du Nord Stream 2, qui irrigue l'Allemagne à raison de 55 milliards de mètres cubes en maintenant uniquement le Nord Stream 1. C'est une façon, de la part aussi bien déjà que des autres, les Russes, c'est une façon aussi d'appuyer là où ça fait fort, là où ça fait mal, parce qu'il y a une dépendance de la part de certains pays, notamment l'Allemagne et l'Italie, d'où leur réticence les premiers jours à appliquer le système SWIFT, mais aussi de la part des pays européens, même de la part des Américains, qui savent pertinemment... Les Américains qui ont énormément d'affaires en Russie. Ils ont des affaires en Russie, même les Allemands, les Français, ils ont des investissements. Donc, ce qui fait que sur le secteur de l'énergie, c'est une arme à double tranchant. Ni les uns ni les autres n'ont intérêt à ce que les approvisionnements russes en gaz s'estompent. Les Russes n'ont pas intérêt, c'est-à-dire dans la mesure où, si... je dis bien un scénario qui reste peu probable, ils décideront d'arrêter définitivement les approvisionnements russes en arrêtant, en fermant le Nord Stream 1. C'est-à-dire que cela affaiblirait même la Russie. Certains disent qu'il y a une alternative chinoise, mais cela mettrait la Russie en position inconfortable vis-à-vis de la Chine. Cela amènerait les Russes à brader le prix. Et les Russes ne veulent pas de cela. Donc ce qui fait que ces sanctions... comme je le répéterai, c'est une arme à double tranchant. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Driss Cherif. Monsieur Mikidesh, je me tourne vers vous. Je vous donne le dernier mot avant de conclure cette émission. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons donc là les éléments, si vous voulez. On a examiné les limites, si vous voulez, du conflit. Donc, ce ne sera pas un conflit généralisé. Donc, ce ne sera pas un conflit qui touchera, si vous voulez,
à l'énergie. Donc parce que les intérêts en jeu stratégiques mondiaux là peuvent être bouleversés de façon très profonde. Et donc ça peut être un élément qui va conduire à la construction. Si vous voulez, d'un deal global. Merci beaucoup, Monsieur Mekidesh. Docteur Mekidesh, je suis désolée de vous interrompre. L'Union européenne Poursuivez votre idée. pour assurer donc finalement la paix et la sécurité en Europe, ce dont tout le monde a besoin. Merci beaucoup, Monsieur Mekidesh. Moustapha, je rappelle que vous êtes économiste et expert international en énergie. Merci à vous, Monsieur Driss Cherif, politologue algérien, expert en questions internationales. Je vous remercie d'avoir tous les deux accepté notre invitation et de vous être joints à ce débat. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.